suis Stéphane Dupré-Latour, je travaille à la R&D d'EDF et je suis en charge de l'innovation, de la normalisation, des questions numériques et de la stratégie. La R&D d'EDF, c'est environ 2000 personnes. On est installé sur 3 sites en Île-de-France et puis on a des sites aussi dans le monde, en Allemagne, en Italie, en Chine et aux États-Unis. Alors effectivement, l'Agence internationale de l'énergie considère que le monde de l'énergie est entré dans une crise qui serait la plus grave depuis 1973, c'est-à-dire depuis le choc pétrolier. Elle fait évidemment référence à la guerre qui a déclenché la Russie en Ukraine et toutes ses conséquences. Les prix ont flambé, je pense que tout le monde l'a remarqué, il y a une reconfiguration des flux physiques d'énergie. Ça a eu comme conséquence, par exemple, que la balance commerciale de la France a battu un record historique avec 164 milliards de déficit. Et puis on a un grand retour du concept de sécurité énergétique. Alors les défis à relever, ils sont de court terme, de moyen terme, de long terme. À court terme, la première chose à faire, c'est de réduire la consommation de gaz méthane. Ce gaz, c'est une énergie fossile, elle est importée, c'est un gaz à effet de serre puissant, qui a un pouvoir 80 fois celui du CO2. C'est le responsable de la flambée des prix, de l'explosion des prix principalement, et les gouvernements, ils ont dû mettre en place des boucliers pour protéger les consommateurs qui coûtent cher aux contribuables. Cette crise a montré aussi que le gaz méthane ne peut pas être une énergie de transition. En fait, il faut décroître et plus vite que prévu la consommation de gaz. Et bien sûr, sans le remplacer par du charbon ou de la lignite, comme c'est fait en Allemagne. Et donc, à court terme, il faut aussi revoir l'organisation européenne des marchés, qu'on appelle le market design. Donc parce que les marchés court terme, on a vu, ont leurs limites. Et donc, il faut pouvoir autoriser des contrats long terme pour que les industriels bénéficient de visibilité, de stabilité sur les prix, et aussi pour que les Français et les industries qui s'implantent en France bénéficient des choix de la France en matière d'hydraulique et de nucléaire notamment. Bon, à moyen terme, les enjeux principaux, c'est donc d'augmenter la souveraineté énergétique de la France, de l'Allemagne, de l'ensemble de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on doit être totalement autarcique, c'est pas possible. Mais par contre, il faut travailler la politique industrielle, c'est-à-dire éviter de devoir importer des batteries, de devoir importer des panneaux solaires de l'autre bout du monde. Il faut travailler sur la disponibilité des matériaux pour faire ça. Donc, il y a une réflexion en termes de chaîne de valeur stratégique qui est enclenchée, et le nucléaire en est une par évidence. Et à moyen terme, face à l'interventionnisme des États-Unis ou de la Chine, l'Europe, elle doit se défendre. Elle ne peut pas rester la seule à ne pas à jouer un jeu que les autres ne jouent pas. Et à long terme, la priorité reste le climat. Ça doit rester la boussole. C'est une priorité majeure. Il faut travailler sur la décarbonation totale de l'économie, développer tout ce qui est bas carbone en France et au niveau européen. Alors, notre objectif, c'est effectivement un objectif d'atteindre le net zéro en émissions de gaz à effet de serre en moins de 30 ans, c'est-à-dire en 2050. 30 ans, c'est très rapide à l'échelle de l'énergie. Tellement rapide même que certains pensent que c'est même impossible à obtenir. Et on voit apparaître des formes de scepticisme, voire de défaitisme par rapport à ça. En fait, ma réponse par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas vraiment essayé de décarboner. On en est au début. Et donc, je voudrais passer un message d'espoir. Alors, sur une transition aussi courte, 30 ans, c'est clair que pour donner le rythme, pour avoir un chef d'orchestre, il faut une planification écologique. C'est celle-ci qui va pouvoir donner des signaux clairs et laisser les acteurs économiques, les citoyens, les universités s'organiser. Par exemple, 2035, la date pour la fin des moteurs thermiques polluants, voilà un jalon qui permet à chacun, très précisément, de s'organiser et de pouvoir ajuster l'offre et la demande, pour éviter aussi d'importer ce dont on a besoin, et plutôt de le fabriquer localement. Alors, en matière d'action publique et d'action économique, je pense qu'il faut éviter les extrêmes. Certains pensent que tout va se résoudre par la technique, ce qu'on appelle parfois le technosolutionnisme. D'autres pensent au contraire que pas du tout, il faut avoir une sobriété forcée, changer les comportements de manière imposée,
viser la décroissance et se méfie de la technique, ce qu'on pourrait appeler le socio-solutionnisme. Alors je pense qu'il faut envoyer dos à dos l'un et l'autre, parce qu'on a besoin en fait de toutes les solutions techniques et les solutions sociétales. Elles ne vont pas donner des effets au même rythme, mais il faut toutes les lancer. Et j'espère qu'on peut espérer un consensus sur ce point. Là où il peut y avoir débat, ce n'est pas sur le fait qu'il y a besoin de tout, c'est le dosage entre les différentes solutions. Et là, il peut y avoir effectivement des opinions différentes. Alors, l'Agence internationale de l'énergie a justement estimé un certain dosage qui lui paraît plausible. Premièrement, agir sur les comportements, c'est-à-dire la manière dont on se chauffe, la manière dont on se nourrit, on se déplace, la mise en place d'économies circulaires, la mise en place d'une planification urbaine, de transport décarboné, etc. Voilà, ça a besoin de pédagogie, les effets sont plutôt de long terme, il faut une adhésion aussi démocratique des citoyens, et l'AIE estime que ça va représenter 10 à 15% de l'abattement des gaz à effet de serre d'ici 2050. Deuxième solution, une famille de solutions, ce sont la diffusion des solutions matures, c'est-à-dire qui sont disponibles tout de suite. Donc la question c'est, par exemple, d'agir sur les usages de l'énergie, et remplacer les fossiles, c'est-à-dire les produits pétroliers, le gaz méthane, partout où c'est possible, par exemple pour le chauffage, en déployant des pompes à chaleur, pour le transport, en déployant des voitures électriques, des scooters électriques, des camions électriques. C'est augmenter la production d'énergie décarbonée sous toutes ses formes, l'hydraulique, le nucléaire, les éoliennes à terre et offshore, les centrales solaires, la chaleur renouvelable, le biométhane, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des lois en préparation, d'ailleurs, qui s'appellent loi d'accélération du développement des renouvelables ou loi d'accélération du déploiement du nucléaire. Et donc les enjeux là, c'est d'établir des filières industrielles. Ces familles-là de solutions, l'AIE estime que c'est 50 à 60% du chemin à parcourir d'ici 2050 et 85% du chemin à parcourir dans les 10 ans qui viennent. Donc là, la mise en place, c'est la mobilisation des acteurs économiques, renforcer les chaînes de valeur. Ça va concerner des grands groupes et des entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire, des PME, des labos d'essai, mais aussi les universités, les écoles, pour pouvoir aussi ajuster les ressources humaines par rapport à ces besoins. Et puis la troisième famille de solutions, c'est c'est les solutions qui nécessitent encore des travaux de recherche et d'innovation. On peut penser par exemple aux carburants synthétiques, à l'hydrogène, au nucléaire nouvelle génération, aux camions électriques, c'est-à-dire des solutions qui existent déjà, donc on connaît déjà les principes, mais qui ne sont pas encore au point. Et ça va représenter 30 à 40% du chemin à parcourir de 2050, mais des solutions qui vont plutôt arriver vers la fin de la période des 30 ans, c'est-à-dire 2040, 2045, 2050. Et là, il faut une mobilisation de la recherche publique. Par exemple, dans la région Aura, c'est le CEA, l'IFP, les instituts polytechniques, l'INSA, les universités, etc., en lien avec les grandes entreprises comme EDF. On a des collaborations avec tout le monde. Et donc, voilà. Donc, je pense que pour accélérer, il faut mettre en place ces trois familles, et parce qu'on a besoin d'un mix de toutes ces solutions. Alors, je vais parler de deux projets, un national et un régional. Au niveau national, ce qui me semble plus emblématique, c'est l'inflexion qui a été donnée à la politique nationale en matière d'énergie par le discours de Belfort il y a un an, en février 2022. Ça, c'est clair que ce changement est évidemment bienvenu, il va dans le bon sens, puisque au lieu de fermer prématurément des réacteurs comme Bugey, qui était le premier sur la liste après Fessenheim, eh bien, la France décide de prolonger au-delà de 60 ans, autant que possible, les réacteurs nucléaires en place. C'est aussi le lancement d'un programme de 6 plus 8, c'est-à-dire 14 nouveaux réacteurs, et puis aussi le lancement d'actions de soutien à des nouvelles types de réacteurs, des petits réacteurs modulaires, ce qu'on appelle les SMR, soit des projets comme celui d'EDF qui s'appelle New World, ou portés par des startups. Et ça veut dire qu'il y aura besoin d'un afflux important de techniciens et d'ingénieurs dans cette filière-là pour pouvoir réaliser ce programme dans les années qui viennent. Ça me paraît quand même quelque chose
à la fois d'emblématique, de fondamental, et qui a un impact sur l'ensemble des entreprises et des universités en Rhône-Alpes et en France généralement. Alors, le deuxième projet que je voulais évoquer, il est plus régional. C'est pour évoquer le consortium qui s'appelle Excellence Industrie, qui se tient, qui a lieu à Écully, là, autour, en Rhône-Alpes, et qui implique des entreprises comme EDF, la SNCF, Biomérieux, Vicat, ou par exemple HEF, qui est une société de Saint-Étienne, et dont l'objectif est de travailler sur des solutions en commun de décarbonation, d'économie circulaire, d'usine du futur, de transition numérique. Et par exemple, un des travaux qui a été lancé, c'est ce qu'on appelle le chantier public urbain décarboné. Il faut imaginer dans une ville des travaux qui sont menés et tout est décarboné. C'est-à-dire que les engins de chantier sont électriques, le groupe électrogène est électrique, et donc il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de poussière, beaucoup moins de pollution qui sont engagés. Donc ça veut dire que le travail en ville en est favorisé. Donc ça, c'est une opération qui est tout à fait novatrice et qui, j'espère, pourra faire des petits. Alors, il est très important de venir sur le salon Mix. Je vais parler pour EDF et puis, à mon avis, pour les autres acteurs. Alors, pour EDF, on est sponsor de Mix. Ça, c'est assez naturel puisque EDF est le plus gros énergéticien du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. On produit 140% de la consommation d'électricité de la région. Voilà. Donc, avec 24 000 salariés, on investit, on achète chaque année 1,6 milliard d'euros. Et donc, sur le territoire, c'est 14 réacteurs nucléaires, 144 centrales hydrauliques, 53 réseaux de chaleur, 6 parcs éoliens, 24 centrales solaires, voilà pour citer quelques chiffres, avec 3 millions de clients. Voilà, donc c'est assez légitime qu'on soit présent sur un salon qui vise justement à participer à l'accompagnement de la décarbonation et réfléchir aux solutions pour le mix énergétique à venir. Alors voilà pour EDF. Pour les autres acteurs, qu'ils soient industriels, énergéticiens, entreprises de transport, académiques, bon, je pense qu'on peut obtenir un consensus sur le fait qu'il faut additionner les forces. C'est-à-dire qu'une démarche d'énergie, elle est au niveau européen, au niveau national, mais elle peut tout à fait légitimement être au niveau régional, parce que, et au-delà, puisqu'on a nos voisins suisses, italiens, allemands qui sont proches, et avec des échanges avec eux en termes d'énergie. On a de gros investissements qui sont à venir dans les filières industrielles. Les clusters d'innovation vont être mobilisés pour décarboner la chimie, le transport lourd, pour avoir une vraie action en profondeur pour que le chauffage dans l'ensemble du tertiaire et des habitations soit changé. Et donc, venir à Mix, c'est participer de cette aventure, c'est aussi, je pense, donner un message d'espoir, c'est important, et de mobilisation aux jeunes générations. Je pense que ce que veut dire Mix et ce que veut dire EDF, c'est aux jeunes générations, c'est ne démissionnez pas, mobilisez-vous au contraire pour participer à ces solutions, venez les inventer, venez les mettre en œuvre, venez préserver votre avenir et votre futur. Et c'est dans un salon comme Mix que l'on va trouver la démonstration du dynamisme et que ces solutions-là, elles sont en germe et qu'on va pouvoir les mettre en œuvre et répondre aux défis, aux enjeux de notre société, de notre planète.